Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd. On va essayer d'expliquer un peu la notion de bien, la notion de propriété, la notion de contrat, d'après le droit musulman. Entre parenthèses, lorsqu'on dit droit musulman, c'est parce que c'est utilisé. Mais sinon, si on veut être rigoureux, on ne peut pas vraiment appeler le fiqh droit musulman. C'est une traduction très occidentalisée. Car déjà, elle émane d'une binalité du droit profane, du droit sacré, droit canon, droit positif. Cette répartition n'est pas, on va dire, admise dans la pensée juridique des savants musulmans. Et puis la notion de droit est une partie, je dirais. C'est pour cela qu'il est préférable de traduire par comprendre la loi, on va dire. Si on parle du fiqh, c'est plutôt comprendre la loi. Et la loi, à la base, à l'origine, c'est un mot arabe. Ça vient de lawh, qu'on trouve même en anglais, law. Lawh, c'est neutre, c'est la tablette, sur quoi on écrivait les articles de loi. Donc, et le fiqh n'est pas tout à fait islamique au sens qu'on entend aujourd'hui. Le fiqh, c'est cette compréhension des textes, mais qui est outillée par au-delà de la culture ou des outils purement islamiques. On trouve des éléments empruntés à d'autres systèmes juridiques, à d'autres cultures, à d'autres religions. Donc c'est penser la loi. C'est ça le fiqh. Au-delà, c'est pour cela qu'il y a, même dans les fondements du droit, de la loi, il y a une bonne partie de fondements qui n'est pas textuel, qui ne relève pas de la révélation. Donc, faire attention à ne pas réduire, je dirais, au niveau approche philosophique, le fiqh à cette appellation qui a des connotations, on va dire, culturelles et religieuses et même historiques très occidentalisées. Bon, cette remarque faite, alhamdoulilah, donc je dirais autre chose là. La notion commence par la notion de bien, puisque c'est l'objet des relations interpersonnelles dans le monde des affaires. Donc il faut le définir, c'est quoi al-mal. Al-mal en arabe, c'est le terme choisi, et qui à la base, chez les Arabes, même pré-islamiques, utilisé d'une racine en langue arabe qui signifie pencher vers. Quand tu dis, moi, je penche vers telle chose, je te dis, miltu, ma la yamilu. Donc, al-mail, fala tamilu kull al-maili, fatadharuha kal-mu'allaqati. Donc, le mail, c'est ce penchant vers la chose. Et donc, ça sous-entend que le mal, c'est cet objet, cette chose qui nous attire, qu'on veut acquérir, vers laquelle on penche. Vous comprenez ça? Et l'arabe, bien sûr, l'illustration de ce penchant, vers quoi il penche, c'est les chameaux. Donc, d'où, jusqu'à aujourd'hui, quand tu vas dans des régions, on va dire, arabes, très traditionnelles, le bétail, il l'appelle le mal. Et celui qui est l'éleveur et l'investisseur dans le bétail, on dit le mawal.
jusqu'à aujourd'hui. Parce que ça renvoie à cette première utilisation. Comprenez Donc il y a l'idée de pencher vers quelque chose qui nous attire. On veut hein? Ça, c'est dans la langue arabe, dans la culture arabe, dans les usages. Mais après, on va aller dans, on va dire, la terminologie technique. Il y a dans la conception de ce qui est mal, en français on dit bien, c'est ça? Bien. Même en arabe, on peut trouver, même l'arabe coranique, on peut dire sur le mal, hein, bien. Dieu dit, innahu li hubbi al-khayri la shadid. Innahu li hubbi al-khayri. Le khayr ici, c'est pas le bien comme valeur, non, c'est le bien, c'est-à-dire le mal ici. C'est-à-dire l'être humain aime, hein, le khayr qui est le mal. Mais Allah aussi, cette appellation montre qu'il y a un regard positif quant aux choses acquises. Hein, ce n'est pas quelque chose à dénigrer ou à mépriser les biens, comme on dit, de ce monde. Non, c'est un bien. Maintenant, comment l'acquérir et tout ça, c'est... Alors, la conception des biens, du mal, comment on le définit? On peut dire qu'il y a deux grandes écoles. Il apparaît évident le mal. Non. Vous allez comprendre la différence. Commençons par l'ancienne école, c'est-à-dire les Hanafites. Eux, ils ont une approche différente de la majorité des savants. C'est-à-dire les trois écoles, si on veut être... Donc, les Hanafites disent, alors, c'est tout ce qu'une personne aimerait acquérir. Donc il y a un penchant, donc vous voyez là le sens du penchant, et qui peut être conservé pour les moments de besoin. Donc il y a deux éléments dans cette première définition, c'est que pour la chose, qu'elle soit considérée comme un bien, un mal, il faut que, naturellement, les personnes cherchent à les acquérir. Deuxième élément dans cette définition, c'est que ça peut se conserver. Ouais, on va revenir. Un certain grand juriste consulte hanafite, Ibn Nujaym, dit c'est un nom qui s'applique tout d'abord au nom humain. Donc il nous rajoute une précision. Donc l'être humain ne peut être un mal. Ah oui, à leur époque, il faut la penser. Ah oui. L'esclavagisme et tout ça. Hein. Donc, il exclut de la définition même de le mal, l'être humain. La chose donc, ce nom s'applique en dehors de l'être humain à ce qui sert l'intérêt de l'être humain. Donc, il donne comme une précision de vers quoi on penche, c'est ce qui est utile, ce qui nous sert. Et là, c'est une précision qui prend en compte la nature naturelle. Pas corrompue, pas déformée, pas... Deuxième élément dans sa définition, par laquelle il précise, il dit « wa amkana ihrazuhu » qui peut être possédé
sur quoi on peut mettre la main. C'est-à-dire on peut le contenir. Deuxième, on va dire, action sur ce qui peut être un bien, c'est l'agissement. On peut agir sur cette chose de façon libre. Donc, les Hanafites, la chose, pour qu'elle soit un bien, un mal, doit être utile d'après Shara', d'après ce que montre Shara' que c'est utile, ou bien l'accord de la société. C'est-à-dire les gens l'admettent qu'il est utile, qu'il y a un intérêt dans cette chose-là. Comment on va le savoir? C'est qu'on cherche à l'acquérir. Donc, quand la chose repousse, elle n'attire pas, repousse. Imaginons une charogne. Tu la vois, elle te repousse, elle n'attire pas. Donc, est-ce que c'est un bien? Très bien. Vous comprenez maintenant qu'on va commencer à... Donc, les applications. Donc, tout ce qui est, entre parenthèses, horrible, affreux, repoussant, il n'est pas un bien. Deuxième élément de cette définition, c'est qu'il a une valeur matérielle, financière. Parmi les gens, c'est-à-dire les gens, ils l'échangent, ils le considèrent, ils donneront un prix pour l'avoir. Et s'il l'a, il peut le retenir, ne pas le céder, parce qu'il s'attache à cette chose-là. Troisième critère, qu'il soit réel, existant, pour qu'il puisse être conservé. Tu ne conserves pas quelque chose d'imaginaire. Donc, là, on précise la définition. Donc, écoutez bien ce que je vais dire. Les Hanafites, tout le domaine des droits et des usufruits n'entre pas dans les biens. Comprenez leur approche? Eux, il faut que la chose ait une réalité, une existence matérielle. Palpable. Matériel. Bah, Hanafi, je vais vous donner un exemple comme ça, vous n'allez pas trop... Un Hanafi, tu ne lui parles pas de droit d'auteur. Mais où ça existe ça? C'est pas un bien pour lui. Vous comprenez? J'ai loué. Je donne un exemple. J'ai loué. Qu'est-ce que j'ai loué? J'ai loué le bien ou j'ai loué l'usufruit? Quand tu loues l'usufruit. C'est ça, l'échange, il est sur ça. Le bien, tu dois le rendre intact, l'appartement. C'est bon. Si je considère l'usufruit comme un bien, il peut être un objet de commercialisation et de recommercialisation et de vente. J'ai loué, je peux revendre ce que j'ai loué, si c'est un bien. Mais si ce n'est pas un bien, je ne peux pas le revendre. Comprenez cette... Je donne un exemple pour que vous compreniez. Après, il y a des détails. Mais en gros, c'est ça. J'ai possédé un bien. Je peux le revendre. Donc, il peut entrer dans
ce contrat de vente. Mais si je ne le considère pas comme un bien, il ne peut pas rentrer dans le contrat de vente. Il faut lui trouver autre chose. Vous avez saisi? Donc, la majorité, par exemple, qui va considérer que les droits, les usufruits, c'est des biens. On va voir leur définition. Donc, il peut revendre ses droits. Un Hanafi, il n'acceptera pas de te former un avocat, imaginons, Hanafi, il ne va pas accepter de te formuler un contrat de vente dont l'objet est un usufruit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un bien. Et le contrat de vente ne s'applique que sur les biens. Vous comprenez ça? Tu lui dis, fais-moi alors un louage. Oui, il te dit, oui, ok. Le manfa'a, l'usufruit, on peut la... Mais que ça soit un contrat de vente, non, ça c'est autre chose. Ça, c'est les détails qui émanent de cette différence de définition. Par exemple, les Hanbalites, ou bien les Shafi'ites. Les Shafi'ites disent, alors, on va les classer. Alors, Maliki, Shafi'i, Hanbali. Alors, un Malikite dit, dans la définition de l'mal, ma tamtaddu ilayhi al-atma'. Donc, vers quoi les envies, les penchent. Ok, on veut l'acquérir. Deuxième élément, yasluhu 'adatan wa shar'an lil-intifa'i bihi. Il dit, il est passible, possible, il est apte, il peut être utile. Donc tout ce qui peut être utile, que ce soit parce que le shar' l'a rendu ainsi, ou bien parce que l'ada, c'est-à-dire la coutume sociétale, les habitudes, a fait de lui un intérêt. Il rentre dans un bien. Un Shafi'i dit, tout ce qui a une sorte de sacralité, c'est-à-dire, ça veut dire qu'il a une respectabilité. Il rajoute les Shafi'ites cet élément. C'est-à-dire qu'il y a des choses négligeables ou qui n'ont pas de respectabilité, c'est-à-dire on peut les jeter, tu les vois, tu ne vas pas les acheter, sauf si tu as perdu un... Donc, il rajoute ce critère. Les Hanbalites, pareil que les Shafi'ites et les Malikites, bien que l'expression est différente, mais ils tournent autour de la même chose, de la même définition. Ils disent que l'utilité est permise, et l'exploitation est permise. Donc, tout ce qui peut être exploité, pour eux, c'est un bien, au-delà de sa matérialité. Tout ce qui peut être acquis et qui servira dans autant de besoins, même s'il n'y a pas le besoin, c'est un bien. Donc on voit que la définition de la majorité, elle s'étend sur la chose matérielle comme sur la chose immatérielle. Alors que les Hanafites, ils limitent la définition du bien, du mal, au domaine, on va dire, à la chose matérielle. On comprend aussi de la définition des Hanbalites en particulier, ou bien des Shafi'ites, lorsqu'il dit muhtaram, c'est-à-dire il est respectable aux yeux de qui? Comme on a dit, de shar' et de la société. Par exemple, des bouteilles de vin. Pour un Shafi'i, ce n'est pas un bien. Parce que cette chose
n'est pas respectable shar'an. On ne parle pas de la bouteille, ce qu'il y a dans la bouteille. Donc, il faut que la chose soit utile shar'an. Est-ce que ça c'est utile shar'an? Non. Donc il ne peut pas être considéré comme un bien. Les Hanafites, ils n'ont pas cette condition. C'est un bien, puisqu'il a une réalité matérielle, c'est une chose matérielle. Au-delà qu'elle soit utile shar'an ou pas utile shar'an. Un autre exemple flagrant. Un instrument de musique. Un Hanbali va dire il n'est pas utile shar'an, puisque les instruments sont haram. Donc un haram ne peut pas être utile. D'accord sur ça? Un Hanafi, la question de l'utilité shar'an ne se pose pas dans la définition du bien. Vous avez compris? Donc pour lui c'est un bien. Alors quelle est allez, je vais aller loin comme ils disent, la conséquence de ça? Il vient un, allez, il le casse. Casse l'instrument. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, pour un Hanbalite, il va dire, c'est comme s'il n'a rien fait. Pour un Hanafite, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, tu lui rembourses les composantes. Parce qu'il y a une existence, il y a une réalité matérielle, il voulait que ça soit un combustible pour le feu, pour se chauffer. C'est pas ton affaire. Il n'avait pas à l'utiliser dans ton utilité shar'an, il l'a utilisé dans une autre utilité. Et donc tu dois le rembourser pour ses compenses qu'il est, mais pas pour l'instrument. Vous comprenez ça? Donc il y a ces définitions, cette différence de définition, elle a ses conséquences sur le positionnement juridique sur des cas. Le problème qui se pose aussi par rapport à ce qui n'est pas matérialisé, c'est l'alia pour les Hanafites. Comment l'évaluer? Sur quels critères tu l'évalues? C'est très arbitraire, c'est très subjectif. Comment tu vas le rembourser? Alors que le bien doit être bien identifié, bien défini, bien pour qu'on puisse, l'échanger dans la transparence, comme on disait. Puisqu'on est dans les mu'awadat et tout ça, il faut qu'il soit précis. Alors que s'il n'est pas matérialisé, la précision, elle n'est pas de mise. Donc c'est ça qui va leur poser problème. Donc il y a un développement qui va s'étendre sur, on va dire, toute la vision et comment gérer ces contrats-là.